Tout a commencé par un grondement dans le ciel, un écho lointain qui n'annonçait rien encore mais portait en lui la promesse d'un destin tumultueux. Je m'appelle Vincent Morel, un nom qui ne résonne peut-être nulle part, et peu importe, car ce qui compte, c'est ce que je vais vous confier, une odyssée qui s'élève dans les hauteurs de la gloire et s'écrase dans les gouffres de la désillusion, une trajectoire dessinée dès mes premières années sous les vastes cieux de Normandie, là où les vents salés et les horizons infinis ont façonné plus que des rêves d'enfant. J'ai grandi dans une maison modeste près de Caen, une bâtisse usée par les embruns, que ma famille habitait depuis des décennies, un legs simple mais chargé d'histoire. Mon grand-père avait été aviateur pendant la Seconde Guerre mondiale, un homme dont les récits de combats aériens avaient marqué mes nuits, et mon père avait suivi ses traces, pilote d'hélicoptère dans l'armée, un héros discret jusqu'à son dernier souffle. Chez nous, le courage et la liberté n'étaient pas de vains mots, ils étaient gravés dans notre chair, le moteur de notre existence. Petit, je buvais les histoires de vols audacieux, de duels dans les nuages, portés par la voix rauque de mon père, des contes qui forgeaient un lien entre nous, et je jurais de m'élever dans ce ciel qu'ils avaient conquis avant moi. Mais le ciel s'est assombri quand j'avais 16 ans, un jour où une tempête a déchiré nos vies, non par le feu, mais par un accident brutal. Mon père s'est écrasé lors d'un exercice, son hélicoptère pris dans une bourrasque traîtresse au-dessus de la Manche. Je revois encore les débris éparpillés sur la côte, les vagues qui hurlaient leur indifférence, et ma mère, figée, les yeux vides devant ce drame qu'aucun cri ne pouvait effacer. Ce n'était pas une perte ordinaire, c'était une fracture, un vide qui a creusé en moi une détermination farouche, un besoin de défier la gravité, de voler plus haut que la mort elle-même, un serment que je me suis fait sous un ciel plombé, les poings serrés contre le vent. Quelques années plus tard, à 20 ans, fraîchement sorti de l'école, j'ai rejoint l'armée de l'air, une évidence aussi naturelle que l'air que je respirais. Ma mère n'a rien dit, mais son regard, durci par le chagrin et la fierté, m'a suivi lorsque je lui ai annoncé, un éclat silencieux qui valait tous les discours. La formation était un enfer, des mois de discipline et d'épuisement sous les hangars de la base de Salon de Provence, mais je n'ai jamais plié, pas une seule fois. Devenu pilote de chasse, je prenais les commandes de Rafale, ces oiseaux d'acier qui fendaient le ciel, porteurs de vie ou de destruction, une responsabilité qui vibrait dans mes mains à chaque décollage. J'aimais ce métier, cette danse avec l'altitude, cette précision où chaque manœuvre pouvait tout changer, une communion avec les machines et les cieux qui me rapprochaient du legs de ma famille. Les heures interminables dans les cockpits, les nuits à survoler des terres inconnues, entouré de camarades partageant ce feu, me donnaient l'impression de toucher l'infini, de bâtir quelque chose d'indomptable là où mon passé s'était brisé. Pourtant, au fond de moi, je sentais encore l'écho de cet accident, une ombre qui planait dans chaque bourrasque, prête à surgir au moindre craquement des moteurs. Ces années dans les airs m'ont affûté, m'ont appris à garder la tête froide dans la tempête, à viser l'essentiel quand tout vacillait, mais rien n'aurait pu me préparer à ce que les véritables combats se livreraient non dans les nuages, mais au sol, dans l'intimité de ce que je croyais être mon sanctuaire. À 24 ans, Claire est apparue dans ma vie comme un vent inattendu, une rencontre qui semblait née d'un hasard fragile, mais qu'elle aimait plus tard appeler une destinée. J'étais alors basé près de Paris, à Creil, plongé dans des entraînements exigeants, des jours de vol supersonique et des nuits à réviser des cartes aériennes. Claire était venue voir son frère, un officier logistique sur la base, un homme sérieux aux dossiers impeccables. Nos chemins se sont croisés lors d'une soirée improvisée dans un hangar désaffecté, une rare pause au milieu des turbines et des ordres. Elle se tenait là, près d'une table encombrée de verre, une silhouette discrète mais captivante, ses yeux verts scrutant la foule avec une sérénité qui m'a saisi, une force douce qui cachait une profondeur que je n'ai vue qu'avec le temps. Cette première nuit reste un souvenir vif, les autres riaient et trinquaient sous les néons, mais Claire était à l'écart, un verre de vin blanc à la main, observant tout avec un sourire léger qui semblait percer les masques, et moi, maladroit, je m'étais avancé, marmonnant une banalité sur le vacarme ambiant. Son rire clair avait éclaté, un son qui m'avait ancré, me disant que je devais la revoir, un instinct primal que je ne pouvais expliquer. Les mois suivants ont filé comme un jet dans le ciel, rapide et intense, nos vies s'entremêlant presque sans effort apparent. Claire était lumineuse, intelligente, avec une vivacité qui me désarçonnait et une ténacité qui m'éblouissait sans cesse. Elle comprenait les silences d'une vie de pilote, les absences imprévues, les nuits où je rentrais les épaules lourdes de fatigue, une résonance avec mon passé qui me portait plus loin que je ne l'avais imaginé. À 27 ans, tout a basculé avec la naissance de Théo, un instant où le temps s'est figé alors que je le prenais dans mes bras, ses doigts minuscules s'agrippant aux miens, ses yeux bleus explorant un monde qu'il découvrait à peine. Il est devenu mon étoile polaire, et avec Claire, nous avons forgé un vœu tacite, lui offrir un nid sûr, une stabilité que nos enfances, marquées par les pertes et les turbulences, n'avaient jamais pleinement connue.
Pour assurer cette promesse, j'ai quitté les vols opérationnels pour un poste d'instructeur, puis j'ai pris un risque plus grand, fondant une petite école de pilotage à Paris, une aventure incertaine loin des cockpits familiers, mais je voulais bâtir un héritage, quelque chose que Théo pourrait saisir un jour, une aile contre les tempêtes qui avaient fracassé ma jeunesse. J'ai démarré modestement, enseignant à des civils et à des recrues militaires, une tâche ardue où les jours s'étiraient en nuit à planifier des leçons et à entretenir les appareils, les mains usées par l'huile et les gains maigres au début. Certains soirs, alors que Paris s'endormait sous un voile de pluie, je me demandais si ce choix valait les heures perdues avec ma famille, mais Claire était là, ferme, m'encourageant à persévérer, son regard clair un phare dans mes doutes. L'école a fini par décoller, s'élargissant lentement, attirant des élèves ambitieux, des contrats avec des bases proches, une progression qui transformait l'effort en une lueur d'avenir, un signe que la survie pouvait céder la place à l'espoir, que mes mains, jadis crispées sur des manettes dans la tourmente, pouvaient créer quelque chose de durable. Claire et Théo étaient mon souffle, me poussant à voler plus haut, à établir des liens, à faire de cette fragile entreprise une réalité tangible. Pendant un temps, j'ai cru que la vie avait trouvé son altitude de croisière, une harmonie qui me berçait, ignorant les turbulences qui se formaient sous la surface, une menace prête à tout faire plonger. C'est venu un jour où la chaleur brouillait tout, un après-midi écrasant au Mali, loin de Paris, au cœur d'une mission aérienne qui sentait le kérosène et la poussière brûlante. Mon téléphone a vibré dans ma poche, un son étrange parmi les rugissements des moteurs, et le nom de Marc est apparu, un ami d'enfance dont les appels s'étaient raréfiés, réduits à des nouvelles brèves sur sa vie ou celle de chez nous. Mais cette fois, sa voix portait une gravité qui a figé le bruit autour de moi, une hésitation qui m'a cloué sur place, disant qu'il ne savait pas comment me l'annoncer, une entrée qui, dans mon univers façonné par la guerre et les pertes soudaines, n'ouvrait que sur une catastrophe. Mon esprit a volé vers Théo, imaginant un crash, une chute, mais ce que Marc a révélé ensuite, tranchant comme un vent saharien, était un choc que rien n'aurait pu amortir, une vérité qui allait déchirer tout ce que je pensais tenir entre mes ailes. Tout s'est écroulé avec une phrase qui traversa le désert malien, un murmure acéré qui me percuta alors que je me tenais là, entouré de sable et de turbines hurlantes. Marc m'avait appelé, sa voix tremblante coupant à travers le tumulte de la base où j'étais déployé depuis des mois, et ces mots m'avaient assommé, il avait vu Claire avec un autre homme, dans notre appartement parisien. Mon esprit s'était arrêté, incapable de saisir ce qu'il venait de dire, un écho résonnant sans que je puisse l'ancrer. La chaleur suffocante pesait plus lourd, ma gorge s'était nouée alors qu'il détaillait tout avec une précision froide, comme pour me l'imprimer dans l'âme. Il passait par hasard près de chez nous, avait vu sa voiture garée, rien d'anormal au départ, mais un autre véhicule, une berline noire à côté, l'avait intrigué. Par curiosité, il avait jeté un œil par la fenêtre, et là, ils étaient, Claire et cet inconnu, enlacés dans une proximité qui ne laissait aucun doute, leurs gestes tendres, leur rire complice, une scène qui n'avait pas sa place dans mon ciel. Mon souffle s'était bloqué, et pendant un instant, j'avais refusé d'y croire, cherchant une faille, un malentendu qui préserverait ce que je pensais inébranlable. Marc avait perçu mon silence, et après une pause pesante, il avait ajouté qu'il avait pris des photos, certain que je n'y croirais pas sans voir. Plus tard, quand ces images ont éclairé mon écran, une douleur m'a écrasé la poitrine, chassant l'air de mes poumons comme un atterrissage brutal. Claire, ma Claire, était là, assise sur le canapé que nous avions choisi ensemble dans une boutique près de Montparnasse, son corps incliné vers un homme dont le visage m'évoquait quelque chose, peut-être aperçu furtivement, mais désormais un intrus dans mon monde. La souffrance s'est répandue comme du carburant en flammes dans mes veines, et j'ai senti une envie sauvage de hurler, de fracasser quelque chose, mais autour de moi, les pilotes continuaient leur routine, et je n'avais pas le droit de m'effondrer, pas ici, pas au milieu d'une zone de combat où la moindre faiblesse pouvait coûter cher. Pendant 16 mois, j'avais frôlé la mort dans ces cieux hostiles, chaque vol un pari contre le vide, tout ça pour elle, pour Théo, pour le futur que nous avions esquissé dans les silences parisiens avant mon départ, et découvrir qu'elle avait brisé ce pacte pendant que j'étais là-haut m'écraser sous une charge que je ne pouvais nommer. Ce n'était pas juste une trahison, c'était l'effondrement d'un serment que je croyais éternel, une promesse devenue cendre volante. Les jours suivants se sont noyés dans un brouillard, mes mains guidaient les appareils, mes lèvres parlaient aux équipiers, mais une part de moi s'était éteinte, laissée dans la poussière au creux du Mali. La nuit, quand la base s'apaisait, troublée seulement par le grondement des patrouilles, je fixais ces photos, scrutant chaque détail pour un signe que tout était faux, mais il n'y avait rien, juste une réalité nue qui me défiait. Chaque pensée d'elle, chaque souvenir de sa voix ou des instants dans notre appartement, ravivait une tempête rage, tristesse, et un vide si vaste qu'il engloutissait tout ce que j'avais été. J'avais cru être prêt à tout,
forgé pour affronter les pires tempêtes aériennes, mais ce coup m'a atteint là où je n'avais pas de défense, une blessure ouverte que je ne savais pas refermer. Mon retour à Paris n'avait rien de ce que j'avais rêvé, pas de chaleur, pas de paix, juste un poids invisible qui m'accompagnait. Encore au Mali, j'avais cherché conseil auprès du colonel Girard, un officier au regard d'acier mais au cœur juste. Sous la tente battue par le vent, je lui avais tout livré, et après un silence, sa main ferme sur mon épaule m'avait assuré que je survivrais, bien que le chemin serait rude. Il m'avait mis en contact avec Maître Dupont, un avocat discret et compétent, dont la voix posée au téléphone m'a guidé à travers les débris de ma vie avec une clarté presque salvatrice. Lors de nos premiers échanges, j'ai tout déversé, livrant les morceaux brisés de mon mariage à cet étranger, une démarche étrange mais vitale, car seul quelqu'un comme lui pouvait m'aider à poser des jalons légaux dans ce désastre. Quand mon avion a atterri à Paris, après des mois dans le viseur de l'ennemi, je savais que je devrais affronter Claire, regarder la vérité en face et clore ce vol, coûte que coûte. Les documents de divorce, pliés dans ma poche, pesaient comme un lest, marquant la fin d'un rêve qui avait jadis paru invincible. Je suis rentré un jeudi soir, le ciel déjà plongé dans une obscurité douce, les rues parisiennes baignées d'une lumière tamisée qui s'évanouissait. En ouvrant la porte, un silence m'a accueilli, une quiétude irréelle face au chaos en moi. Claire était là, dans le salon, un livre sur les genoux qu'elle a posé en me voyant, son visage traversé d'une hésitation fugace, un sourire bref qui s'est éteint vite, comme si elle cherchait un sol ferme entre nous. Sans un mot, j'ai avancé, sortant les papiers pour les poser sur la table basse, un geste simple mais lourd comme un atterrissage forcé. Ses yeux se sont posés dessus, oscillant entre les feuilles et moi, une interrogation muette dans l'air, bien qu'elle devinât sans doute ce que cela signifiait, ce que ces pages portaient pour nous. La pièce s'est figée dans un silence glacial, un instant où tout semblait suspendu alors que je déposais les documents, mon regard rivé sur Claire, immobile devant moi dans notre salon parisien. Ma voix a tranché, calme mais ferme, coupant l'atmosphère pesante de cette soirée d'hiver, c'étaient les papiers de divorce, un pas inévitable, le mieux pour nous deux, avais-je dit, mais en moi, une tempête hurlait, un mélange de colère et de peine que je bridais sous une cuirasse d'acier. Elle a saisi l'enveloppe, ses doigts tremblants l'ouvrant avec une lenteur qui trahissait son trouble, et quand elle a levé les yeux après avoir lu, des larmes scintillaient dans ses prunelles vertes, une fragilité qui heurtait ma résolution. Elle a tenté de parler, sa voix brisée perçant le vide, suppliant pour une chance, disant que c'était une faute, qu'on pouvait tout reprendre, mais ces mots m'ont atteint comme des débris dans un vent fort, incapable de fissurer la barrière que j'avais dressée. Je suis resté là, stoïque, laissant ces phrases glisser sur moi sans fléchir, lui disant que ce qu'elle nommait une faute n'en était pas une, que ce mot valait pour une étourderie, pas pour une suite de choix conscients, répétés, qui avaient creusé un abîme entre nous. Les larmes ont coulé sur son visage, silencieuses et abondantes, et elle a cherché à s'expliquer, évoquant la solitude qui l'avait étouffée pendant mes mois au Mali, les jours interminables où elle s'était sentie abandonnée, mais ses justifications sonnaient comme des échos vides, sans poids face à la vérité brute qu'elle ne pouvait effacer. J'ai fini par dire qu'elle n'avait pas seulement trahi moi, mais Théo, notre famille, tout ce que nous avions construit, et ma voix portait plus de chagrin que de rage, une douleur qui signait la fin de ce que je ne pouvais plus sauver. Elle a persisté, pleurant, implorant, tentant de justifier l'injustifiable, mais chaque mot s'écrasait dans un néant où ma décision était déjà prise, un rempart que rien ne pouvait abattre. Quand j'ai quitté l'appartement cette nuit-là, la porte se fermant derrière moi avec mon sac en main, aucun apaisement ne m'a suivi, juste une lourdeur qui s'accrochait à moi comme un brouillard épais, un mélange de perte et de résignation qui alourdissait mes pas dans les rues humides de Paris. Le lendemain, les premiers jalons étaient posés, les rouages d'une séparation officielle lancés, un processus qui s'étirait sans doute, mais dont la rupture intérieure était déjà consommée, une cassure nette avec un passé que je laissais derrière moi comme un avion hors service. Après cette confrontation avec Claire, après avoir remis ces papiers qui marquaient la fin, mon esprit s'est tourné vers ce qui survivait dans les débris, Théo, mon fils, une lueur tremblante dans l'obscurité qui m'entourait, un point fixe que je devais préserver des orages à venir. J'ai décidé que Théo passerait cette période incertaine chez mes grands-parents maternels, loin de Paris, dans leur maison au bord de la Loire, près de Tours, un havre où il trouverait la constance que je ne pouvais lui donner pour l'instant. Mon grand-père, un ancien mécanicien naval à la retraite, vivait selon un rythme précis, une discipline héritée de ses années en mer, tandis que ma grand-mère apportait une tendresse qui avait toujours tenu notre famille unie, une chaleur capable de panser les plaies les plus profondes. Leur foyer était une ancre, un lieu où Théo serait à l'abri des secousses de mon existence fracturée, une résolution difficile mais cruciale alors que je naviguais entre mon poste militaire, les tractations juridiques et les finances chancelantes de l'école.
Pour tout sécuriser légalement, j'ai confié à mes grands-parents une garde temporaire, pas un adieu, mais une garantie que son univers resterait intact pendant que le mien s'effondrait sous mes pieds. Le jour où j'ai conduit Théo chez eux reste dans ma mémoire comme un nuage dans un ciel clair, un mélange de douceur et de déchirement alors que nous roulions vers la vallée de la Loire, loin du tumulte parisien. Théo avait 6 ans, ses grands yeux bleus pleins de questions qu'il ne savait pas encore formuler, et lorsqu'il m'a demandé pourquoi je ne restais pas, sa voix frêle a traversé le silence de la voiture comme un éclat de verre. Je me suis garé sur le bord, m'agenouillant près de lui dans l'herbe mouillée, l'entourant de mes bras, cherchant des mots simples pour lui dire que mon devoir m'appelait encore, que je devais partir loin, mais qu'il serait entouré d'amour ici, et que je reviendrais aussi souvent que possible. Il a acquiescé, un mouvement timide qui ne cachait pas l'ombre dans son regard, et cette vision de lui, petit garçon perdu dans un monde qu'il ne comprenait pas, m'a lacéré l'âme, même si je savais que c'était le bon choix, un sacrifice pour lui offrir ce que j'avais perdu. En parallèle, je devais maintenir l'école de pilotage à Paris, un projet qui dépassait le simple revenu, un moyen de forger un avenir pour Théo, un sol ferme là où le mien s'était effondré jadis. Marc a pris les rênes sans hésiter, un ami fidèle sur qui je pouvais compter, un homme qui avait déjà prouvé qu'il savait tenir face au vent contraire, et je lui ai confié la gestion quotidienne, sur qui il l'amènerait avec la même rigueur que moi, tout en m'aidant à naviguer dans les méandres légaux de la séparation. Marc gérait les élèves, les plannings, me laissant l'espace pour jongler entre mes missions, les appels avec Maître Dupont et les nuits où je luttais pour ne pas sombrer, un fragile équilibre qu'il rendait possible par sa constance. Même à des milliers de kilomètres, perdu dans les cieux maliens ou les hangars bruyants, je m'efforçais de rester dans la vie de Théo, l'appelant presque chaque soir sous un ciel étoilé ou entre deux vols, écoutant sa voix claire me parler de ses dessins, des oiseaux qu'il voyait près de la Loire, des éclats de lumière qui perçaient la grisaille de mon quotidien. Ces moments, si modestes et pourtant si vitaux, étaient les cordes qui me reliaient à lui, me rappelant pourquoi je continuais malgré la fatigue qui s'incrustait dans mes os et l'incertitude qui pesait sur moi. Chaque appel était une bouée, une preuve qu'au milieu des débris laissés par Claire, il restait quelque chose à sauver, une lueur que je pourrais un jour transformer en un nouveau départ, plus pour lui que pour moi. Quand ma mission s'est achevée et que je suis revenu en France, rien n'était clair dans mon esprit, un tumulte intérieur contrastant avec l'ordre apparent à l'extérieur, la séparation était officielle, Théo en sécurité à Tours, l'école stable sous la vigilance de Marc, mais en moi, un vide s'était creusé, une lassitude qui semblait avoir consumé toute ma force dans ce combat, sans idée de ce qui suivrait. Pourtant, parfois, la vie offre un virage inattendu. C'était lors d'une soirée organisée par l'armée à Paris, un mélange d'uniformes et de civils, que j'ai croisé Julie, une avocate spécialisée dans le soutien aux pilotes et leurs familles, une femme dont la fermeté tranquille et la chaleur m'ont frappé dès qu'elle s'est présentée. Elle avait une manière de parler, directe mais empreinte d'une bienveillance rare, qui désarmait même les plus endurcis, une présence qui inspirait respect sans effort. Notre première rencontre s'est déroulée avec une fluidité surprenante, une conversation débutant par une question banale sur mon retour à la vie civile et s'étendant à un échange où je me suis surpris à lui confier Théo, mes grands-parents, l'école, des fragments de moi que je n'avais pas partagés depuis longtemps. Elle écoutait, attentive, posant des questions pertinentes, son sourire doux mais sincère me mettant à l'aise, et pour la première fois depuis des lustres, je me suis senti vu, au-delà des turbulences qui me marquaient. Ce lien s'est tissé rapidement, presque sans que je m'en rende compte, porté par sa capacité à saisir mes fardeaux, elle qui avait traversé ses propres orages, une empathie mêlée d'une lucidité que j'admirais. En un an, Julie est devenue un pilier essentiel, et Théo, avec l'innocence des enfants, l'a adopté dans son cœur aussi vite que moi, un signe qu'un horizon nouveau pouvait s'ouvrir. Un souvenir brille dans ma mémoire comme une étoile dans la nuit, un moment où Théo était assis à la table de la cuisine chez mes grands-parents, ses petits doigts tenant un crayon alors qu'il traçait des avions sur une feuille, ses yeux concentrés. Julie s'est assise près de lui, l'aidant avec patience à dessiner les ailes, le félicitant pour chaque détail, et quand il a levé les yeux vers elle, un sourire radieux a éclairé son visage, une chaleur qui m'a étreint le cœur, mêlée d'une douce douleur. Plus tard, alors que nous marchions seuls le long de la Loire, il m'a dit que Julie était incroyable, des mots simples mais vrais, un indice qu'elle n'avait pas seulement pris place dans ma vie, mais dans la sienne, une preuve que des ailes neuves pouvaient pousser parmi les débris. 2 ans après, je me suis retrouvé sur une falaise corse, le vent méditerranéen dans les cheveux, glissant une bague au doigt de Julie, un geste sobre au son des vagues contre les rochers, un instant où elle a dit oui sans hésiter, marquant le début d'un chapitre porté par l'espoir et une base solide. Théo s'épanouissait dans cet espace que nous avions forgé, un garçon curieux dont les questions illuminaient chaque jour, lisant et dessinant à 5 ans avec une aisance qui m'émerveillait, une intelligence que j'admirais autant que sa douceur,
cette manière d'égayer ceux autour de lui tout en explorant le monde avidement. Ma vie avait pris des altitudes que je n'avais pas prévues, marquées par des cicatrices qui resteraient, des souvenirs qui piquaient encore dans le silence, mais j'avais laissé derrière moi le pilote perdu entre devoir et trahison, construisant un présent ancré dans l'amour, la croissance et une foi fragile qu'après les plus noirs orages, un ciel clair pouvait émerger. L'avenir s'offrait comme une promesse, un horizon dégagé après des années où chaque vol semblait lesté d'un poids invisible, une clarté qui s'est affirmée un matin calme à Paris, quand la nouvelle de ma promotion au grade de capitaine m'a atteint, une reconnaissance de mes efforts, un pas que je n'avais pas fait que pour moi, mais comme un témoignage que les épreuves, les pertes et les combats avaient un sens. Avec ce grade venaient des perspectives, et l'idée de demander une affectation en Corse, près de Théo et de mes racines familiales, s'est imposée, un désir de le voir grandir, de partager ses joies, de le soutenir à chaque virage, une pensée qui m'apportait une sérénité profonde, un retour transformé par une vision neuve. L'école à Paris prospérait sous la gestion fidèle de Marc, ses mises à jour régulières rassurantes, un signe que ce que j'avais bâti tenait, mais c'était plus qu'une entreprise, un héritage pour Théo. Un jour, Marc m'a appris que Claire avait changé après notre rupture, s'engageant dans un travail social à Paris auprès d'enfants en difficulté, une rumeur distante qui éveillait en moi un mélange de soulagement et d'un sentiment indéfini, peut-être une lueur qu'elle aussi avait trouvé une voie vers la lumière. Julie et moi préparions notre mariage, un moment plus grand que les mots, une cérémonie simple prévue sur une colline corse, entourée de proches, Théo excité à l'idée de porter les alliances et de dire à tous combien Julie était spéciale, une idée qui me faisait sourire. Le rêve d'une vie nouvelle prenait forme, un édifice de confiance, d'amour et de pardon, pour les autres et pour moi, une rédemption après des années où les tempêtes m'avaient défini. Les jours sombres restaient gravés en moi, mais ne me retenaient plus, et je me trouvais à un carrefour que je n'avais jamais osé rêver, entouré de ceux qui donnaient un sens à chaque respiration. Le soleil corse brillait plus fort que dans mes souvenirs, et le rire de Théo, le sourire de Julie, me disaient que j'étais là où je devais être, une vie imparfaite mais mienne, et cela suffisait. Quelques mois après notre mariage, un nouveau jour s'est levé, un matin limpide où la brume flottait sur les collines corses, et une lettre confirmait ma mutation définitive à la base de Solanzara, à quelques kilomètres de Tours, près de Théo et de ceux qui comptaient. Ce changement était plus qu'un poste, c'était un cercle qui se refermait, me ramenant à mes origines, enrichi par une famille que j'avais choisie. Théo grandissait, ses traits s'affirmant, son esprit curieux s'épanouissant dans les écoles corses, et chaque fois que je le voyais courir sur la plage ou m'attendre à la base, une paix m'envahissait, la certitude que tous les crashs en Normandie, dans mon cœur, au Mali m'avaient porté ici, où je pouvais poser mes ailes. L'école à Paris restait solide, un legs que Marc faisait croître, et je m'y rendais parfois, parcourant les routes pour vérifier les comptes, mais mon cœur était en Corse, dans cette maison où le vent portait l'odeur des pins et où les voix de Théo et Julie emplissaient l'espace. Claire avait trouvé sa paix, son travail une constante, une note finale que je n'avais plus besoin de suivre. Le mariage avec Julie avait été une fête douce, quelques proches sous un ciel d'été, Théo tenant fièrement les alliances avec une parole sincère qui avait ému tous, un instant où les dernières chaînes de mon passé s'étaient dissoutes dans la brise. Aujourd'hui, je vole sur ces terres corses avec une légèreté neuve, un homme marqué mais debout, un père, un mari, un pilote qui a trouvé son refuge après des années d'orage, une vie imparfaite mais pleinement mienne, tissée d'amour et de résilience, un ciel clair né des cendres d'un passé que je ne regrette plus.